Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Fort de France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le spécial mi-saison. Je suis en ligne avec Constant. Comment ça va, Constant? Bah ça va. Très heureux de vous retrouver dans cette période bénie du Thunder, puisque là on traverse probablement la meilleure période du Thunder depuis 2020, ou en tout cas pas loin, en termes de résultats sportifs. Donc voilà, là tout le monde est content, là tout le monde se remet à regarder les matchs, tout le monde se met à espérer. Le mood n'était pas du tout le même dans la fanbase il y a 3 semaines, mais bon, ça c'est pas grave, on vous en veut pas, mais très heureux de vous retrouver. Ah oui, c'est ça. On y reviendra sur ça, sur l'enflammade ou pas, ou à l'inverse. Mais oui, c'est vrai qu'on est dans une très bonne période et on va profiter de cette très bonne période de la mi-saison pour faire un retour sur tout ce qu'on a vu depuis ce départ de saison. Pas que les derniers matchs, parce qu'on serait beaucoup trop dithyrambique, Enfin, il faut un peu de négatif quand même, donc on va parler de la globalité de la saison. Sinon, Euh, on dit qu'on est la deuxième meilleure Oui, équipe c'est ça. NBA derrière Denver, donc C'est bon. un peu ça. On va essayer quand même de rester objectif et d'analyser ça de manière plus complète. Alors, Constant et moi, on a choisi chacun trois joueurs dont on vous parlera, dont on voulait vous parler un petit peu plus tard dans le live. Mais pour commencer, pour avoir plutôt une analyse un peu plus collective, on a chacun choisi trois stats sur des choses dont on veut discuter, bien entendu, collectivement, des avancées, des progrès, peut-être des choses qui vont pas, au contraire. Donc voilà, des choses qu'on veut mettre en valeur un petit peu. Donc vas-y, Constant, je vais te laisser commencer. Sors-nous ta première statistique. Ouais, bah, la première stat que je voudrais sortir, c'est plusieurs stats en fait. C'est défensivement. Euh, la première stat que tout le monde a vue et que vous voyez très vite quand on regarde le Thunder, c'est que le Thunder est l'équipe qui a provoqué le plus de charges cette saison, avec 47. Et il y a Miami qui est deuxième. C'était d'ailleurs assez rigolo de voir le match de lundi où tu avais la moitié de l'équipe qui essayait, enfin la moitié des deux équipes qui essayaient de provoquer une charge. Et la deuxième stat, c'est que le Thunder est quatrième en interception et huitième en contre. Pour moi, c'est très important. Parce qu'on le voit, la défense, elle est bonne. Elle est t'es 11e en defensive rating. Mais tu as quand même des moments où tu souffres. Il y a des moments où voilà, à l'intérieur, c'est compliqué. Tu peux prendre quelques barrages à 3 points. Le rebond offensif, tu es l'une des pires équipes en defensive rebound pourcentage, donc ça n'aide pas. Et justement, dans cette situation, tu as des situations où tu permets justement de ta défense, grâce à ces interceptions, grâce à ces contres, ça te permet de soulager un peu ta défense. Et typiquement, le match contre Chicago qui a été joué cette nuit, troisième quart, tu prends un peu de Nikola Vucevic, tu prends un barrage à 3 points de la part des Bulls et tu t'en sors dans le quatrième parce que tu piques des ballons et tu as des points faciles en transition. C'est la première stat que je voudrais souligner, c'est que la défense du Thunder, si elle est aussi bonne, c'est parce que tu provoques des fautes offensives et aussi parce que tu es présent aux interceptions et aux contres. Hmm. Ouais, je pense que là, on met beaucoup en valeur et je pense qu'on va beaucoup mettre en valeur nos progrès offensifs et l'attaque globalement du Thunder qui est en feu depuis quelques temps. Mais effectivement, il ne faut pas oublier que beaucoup de choses à OKC partent de la défense. On reste borderline top 10 défense, on reste dans nos standards. On est 11e actuellement, donc on n'en est pas très loin, sachant que c'est par période un petit peu. Il y a des périodes où on faisait que attaquer, on en avait parlé il y a quelques semaines. Au début, vraiment, la défense nous servait à gagner quelques matchs. Là, on a un espèce d'équilibre qui se crée, bien qu'on est très dominant offensivement là, depuis un petit moment. Et en fait, je suis d'accord avec toi que peut-être que ta défense est friable, on sait qu'il y a des difficultés à l'intérieur, il y a certaines difficultés de certains joueurs, ou des fois sur l'un contre un, on est obligé d'aider beaucoup. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dont on discute depuis un moment. Mais effectivement, tu as une capacité on va dire, de faire des actions décisives défensives qui est assez importante. Comme tu l'as dit, que ce soit interception contre ou même passage en force, où là pour le coup un Dort est monstrueux, enfin le nombre je sais même pas s'il compte Écran sur en les mouvement. d'écrans en mouvement qu'il provoque. Est-ce qu'elle compte celle-là dans les fautes offensives provoquées? Parce qu'à un moment elle Ah, comptait c'est pas une pas. charge, hein. Oui, c'est pour ça. Donc celle-là elle compte peut-être même pas. C'est pour ça que je suis Non, non, chaud. elle compte pas, hein. Ouais. Non, non, parce que en charge provoquée, le Thunder est à 47. Ouais, non. Et Lou Dort, en faute offensive provoquée, il est à 60, je crois. Ouais, Donc ça compte même pas. donc c'est pas ça, tu vois, ça compte même pas dans les charges, c'est vraiment que en faute offensive, c'est bien ce qui me semblait. Donc si tu ajoutes à cela, ou avec sa pression, il provoque des écrans mobiles, voilà, comme tu l'as dit, les passages en force provoqués, je trouve que, tu vois, même un Guidi dont on a beaucoup parlé la semaine dernière dans notre podcast spécial sur lui,
ils gagnent de plus en plus de ballons dans les mains des joueurs sur les drives, t'en as beaucoup dans cette optique-là. Et ça rejoindra en plus une stat dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça te permet de relancer offensivement bien plus vite et de jouer bien plus vite derrière, parce que quand tu gagnes un ballon, bah, mine de rien, tu as une faculté de courir et de déséquilibrer la défense qui est bien plus élevée. Donc effectivement, on est en feu. Effectivement, on met beaucoup plus de tirs qu'avant. Voilà, c'est ce qui ressort, bien entendu, mais c'est important, je trouve, comme tu l'as dit, de souligner cette défense qui reste bien souvent décisive quand même. Ah oui, bah typiquement cette nuit, voilà, les gens le disent dans le chat, mais cette nuit tu gagnes grâce à ta défense, hein. C'est pas ton attaque qui te fait gagner dans le quatrième quart contre Chicago, hein. C'est parce que t'as Bazley qui step up, t'as J-Dub Mm. qui pique des ballons. Voilà, c'est le Thunder utilise vraiment tous les outils de la défense, pas seulement de contester les tirs pour faire une bonne défense. Les contres, les interceptions, les fautes offensives provoquées, ça fait partie de ton arsenal défensif qui fait de toi une bonne défense. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que même, enfin, collectivement, défensivement, c'est très correct ce qu'on fait. Alors, il y a toujours des problématiques et tout, mais ça permet de provoquer aussi ces actions-là décisives. Bon, tu sais, plus friable sur certains drives, sur les reprises, quand tu as aidé et que tu dois reprendre les joueurs, c'est là où on est peut-être un peu plus en difficulté. Mais collectivement, déjà, tu te mets en situation pour dominer. Et tu sais que les principes maintenant sont acquis par globalement tout le monde, hein, parce que ça, on y reviendra aussi, mais là, les joueurs qui sont sur le terrain actuellement, la plupart ont joué la majorité des matchs de l'année, commencent de bien collaborer ensemble, commencent de se comprendre, commencent de plein de choses. Notamment le quatuor J-Dub, Didi, Dort, Téché, ça commence d'avoir pas mal de minutes ensemble cette saison. Donc, t'as des automatismes qui se créent. Ouais, bah après, voilà, c'est même le banc, hein. Finalement, le Mhm. banc, tu regardes un Zaya Joe, par exemple, sans trop avancer parce qu'on va en parler, mais ça commence à faire beaucoup de matchs consécutifs pour Isaiah Joe, hein. C'est que là, ce groupe, actuellement, le roster du Thunder tel qu'il est, en comptant les blessures, bah, comme Poku est absent depuis 3 semaines, ça doit faire 3 semaines qu'il est absent, JRE, ça va quasi faire un mois, bah, tu commences à développer des automatismes avec ce groupe-là. Parce Mhm. que finalement, les rotations commencent à être un poil plus fixes, malgré tout. T'as toujours des variantes. Voilà, t'as un Bazley qui sort hier soir. T'as Aaron Wiggins de temps en temps, mais tu commences globalement à revoir les mêmes têtes pour à peu près le même temps de jeu. Oui, des fois t'as Omo Rui, des fois t'as Jalen Williams, mais j'ai envie de dire que tes 5 ou 6 meilleurs joueurs, leur temps de jeu il est fixe depuis bien 3 semaines. Mhm. Donc ça aide aussi. Non, c'est vrai, carrément. Je vais enchaîner avec ma stat à moi. Bon, moi, on va repartir du côté de l'attaque quand même, hein. J'ai pas de stat défensif, de toute façon, je crois. Donc, on va partir du côté de l'attaque. Mais ça rejoint un petit peu ce que tu as mentionné. Moi, je voulais mettre en avant un petit peu la nouvelle vitesse à laquelle le Thunder joue. Et ça, c'est quelque chose que, notamment toi, tu attendais pas mal dans la preview de la saison. Mm. Actuellement, c'est juste à titre illustratif, on est troisième pace de la ligue. On a gagné plus 3 points par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière. Donc je suis allé quand même un peu plus loin, j'ai regardé le nombre de tirs qu'on prenait en transition, on est la troisième équipe en termes de fréquence, on prend 19% de nos tirs en transition, ça fait plus 3 points par rapport à l'année dernière. Ensuite, on prend un plus haut pourcentage de tirs very early, donc c'est entre 22 et 18 je crois Mm. de temps de ta possession, et ça arrive à un peu plus de 15% aussi. Pareil sur les tirs early dans la possession, donc là c'est entre 18 et 14. En fait, globalement, quand tu regardes les stats, tu vois, et ça se voit même sur le terrain, on relance de plus en plus quand on a gagné le ballon ou pas, ou même sur un panier marqué, on l'a mentionné la semaine dernière en parlant de Guidi. Tu relances très vite le jeu, tu as envie de shooter vite, alors des fois ça va être un drive qui va se finir parfois 1 contre 3, mais où tu as des joueurs comme J-Dub qui sont capables de le faire, chez aussi. Tu vas avoir des 3 points un peu en fin de transition sur des joueurs qui arrivent dans un deuxième temps quand la défense s'est bien recentrée dans la raquette. Voilà, tu arrives bien à exploiter ces situations-là. Tu es plutôt efficace là-dessus et je pense que globalement c'est une envie collective et d'Egnolt et du staff de jouer beaucoup là-dessus. Et c'est quelque chose qui t'ouvre énormément de choses. On sait, ok, si l'équipe, je sais pas si j'ai pas regardé ça, mais sûrement l'une des équipes qui drive le plus sur la saison, Ah oui, largement. 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 Et rien que ça, quand tu commences déjà ton action, parce que tu as couru avec un avantage déjà de vitesse ou un léger déséquilibre de la défense, parce qu'ils sont encore en train de se replier, ben ton drive il est encore plus dévastateur et pour tes drive and kick, t'es encore meilleur. T'es encore meilleur.
Et je trouve que en fait, cette vitesse de jeu augmentée vient déjà d'une vraie impulsion des guards et des plus petits. Ça peut être Shea, ça peut être Didi, mais même Dort ou J-Dub vont tendance à avoir poussé la balle. T'as des fois, selon les pivots, bon, pas quand c'est Jalen Williams, mais un Beasley ou un Poku pouvaient prendre leur bond et relancer la balle. Et puis globalement, Shea, on reviendra sur lui ensuite, bien entendu, mais élite en transition. C'est l'un des joueurs, je crois, qui marque le plus en transition. Et tu vois que tout le monde a envie de courir. Tu vois que J-Dub va aller marquer en contre-attaque. T'as même Jalen Williams qui, contre Philadelphie, là, marque un moment en trailer, alors qu'on avait bien amené la balle devant, dans l'aile et tout. Enfin, parfait, tu vois. Et je trouve que voilà, ça, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en valeur et qui t'ouvre énormément de choses collectivement et offensivement, et ce qui te permet d'avoir le rating offensif qu'on a maintenant, qui a énormément augmenté par rapport à l'année dernière. Oui, bah de toute façon, pour revenir sur les drives, mais ça c'est pas nouveau. Le Thunder fait 10 drives de plus que les Knicks qui sont Ouais, deuxièmes. donc c'est bien ce que je pensais. Donc il y a littéralement il y a plus d'écart entre le premier et le deuxième, à savoir entre OKC et New York, qu'entre New York qui est deuxième et Miami qui doit être dans 21e. C'est pour dire à quel point le Thunder base une grande partie de son attaque sur les drives. Ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Oui, bah, je suis d'accord, mais ça aide de plus avoir d'Eric Favors en pivot titulaire pour augmenter ta pace. Hein. Bizarrement, hein. Même quand c'est Mike Muscala, ça court un peu plus. Hein. Encore plus quand c'est Kenrich d'ailleurs. Mais oui, non, mais de toute façon, le Thunder n'est pas non plus, même s'il y a des progrès, le Thunder n'est pas non plus la meilleure équipe du monde pour attaquer sur demi-terrain. Je pense qu'on s'en est tous bien rendu compte lors du match, notamment face au Heat. Donc voilà, tu as besoin de cette transition pour te créer des points faciles. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. L'an dernier, il y avait déjà un peu ça, même si j'ai l'impression que Shea ralentit moins les transitions que ce qu'il pouvait faire l'an dernier. Mais t'as des contre-attaques sur panier encaissé aussi, ça on commence à le voir pas mal. Où dès que t'encaisses un panier, tu repars parce que la défense met un peu de temps à se replier. Donc oui, ça c'est la transition. De toute façon, c'est un point qui aide le Thunder à cette amélioration en attaque, à cette grosse amélioration en attaque. Aussi parce que selon moi, tu t'es amélioré au niveau du roster sur la capacité des joueurs à jouer en transition. J-Dub, par exemple, en transition, c'est un joueur que tu n'avais pas l'an dernier et que tu as cette saison. Un gars comme même Aaron Wiggins, par exemple, t'aides en transition. L'an dernier, tu avais Théo Malédon et Ty Jerome, c'était pas les deux qui t'aidaient le plus en transition, effectivement. Là, pour le coup, voilà, et tout le monde peut jouer en transition, et tout le monde a l'intelligence de jeu, la connaissance tactique pour se créer des opportunités sur ses contre-attaques. Mais ça part aussi ça part aussi de la défense. Quand tu as des interceptions face au panier, bah forcément, tu as 2 points faciles en contre-attaque. Quoi. Ouais, c'est ce que je te dis, et ça rejoignait un peu ton premier point de ces actions décisives en défense. Mais tu vois, même quand tu l'as dit sur panier marqué ou autre, ou même sur des touches, des fois, tu as un espèce de sentiment d'urgence où tu as envie de presser les choses, tu vois constamment. Et ça se ressent sur ce qui fait l'armise, sur la remontée de balles, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait vraiment une équipe de jeunes pour le coup. Mais bon, c'est ce qu'on est. Hein. Mais, ça, c'est pas très viable en post-season, ça par contre. Mais oui, bon, voilà, c'est ça, on pourra ensuite en discuter si on arrive jusque-là dans pas si longtemps que ça ou dans plus longtemps. Ah bah dans 4 mois là, ça y est. Là. On sent qu'il y en a qui vont peut-être nous dire ça, c'est pour ça. Avantage du terrain au premier tour, les gars, attention. Ouais, c'est sûr qu'en post-season, c'est un peu plus compliqué parce que le jeu se ralentit, ça perd moins de ballons, ça prend le temps, tu relances moins, enfin bref, voilà. Mais globalement, pour de la saison régulière et pour un petit peu mettre en valeur cette attaque et maximiser tous les potentiels que tu as dans l'équipe, les potentiels athlétiques, balle en main, potentiellement de tir, parce qu'un Joe aussi profite de ça quand tout le monde a fixé dans la raquette qu'il y a un ballon qui ressorte pour lui, c'est parfait, même Muscala d'ailleurs. Waters, hein. Ouais. Donc pour le coup, ça c'est un gros point positif de cette première moitié de saison, et c'est quelque chose qui est viable entre guillemets parce qu'on va pas s'arrêter de courir maintenant en fait, maintenant qu'on a adopté ce type de jeu. Non, c'est sûr. Je te laisse enchaîner avec ta deuxième stat. Ouais, bah moi j'avais la transition en défense, mais du coup on va peut-être rester un peu sur l'attaque. Au niveau des 3 points grands ouverts, moi c'est une stat qui est très importante. Le Thunder est la 4e équipe qui tente le plus de 3 points grands ouverts en fréquence, et toi on a 38% de réussite. 38%, ça te met à la 17e place, donc t'es dans le milieu, quoi.
tu es au milieu du paquet. Et là où il y a une vraie progression, c'est si tu compares à l'an dernier, tu tentes à peu près la même fréquence de 3 points grand ouvert, mais l'an dernier, tu n'étais qu'à 31%, tu étais 29e. Et pour moi, on peut essayer d'expliquer pourquoi l'attaque du Thunder va mieux. D'ailleurs, c'est un truc, ça, je pense, c'est le truc le plus vrai que j'ai dit de l'histoire des podcasts. C'est quand on a fait le podcast Vrai ou Faux, j'avais dit le Thunder est à un déclic offensif d'être une équipe compétitive. Force est de constater que pour l'instant, c'est un peu ce qui se passe. Mais on peut essayer de débattre sur pourquoi le Thunder va mieux. Mais il y a un truc qui est très simple pour moi, c'est que le Thunder rentre ses 3 points cette saison. Tu es 17e en pourcentage de réussite à 3 points. Sur tes 3 points wide open, c'est plus forcément un bon calcul de te laisser ouvert. Tu es au milieu du paquet, tu es honnête. Voilà. Tu n'es pas non plus élite, mais tu n'es pas catastrophique comme l'an dernier. Et ça te permet déjà d'avoir une meilleure attaque, d'ouvrir les lignes de drive parce que tu as certains shooters qui commencent à être respectés. Isaiah Joe notamment. Bon, après, ça dépend parce que Mike Muscala, par exemple, qui est un bon shooter, a quand même eu pas mal de tirs ouverts cette nuit contre Chicago, même s'il a quasiment rien mis dedans. Il a jamais respecté Muscala, t'as l'impression, alors qu'il non, mais dedans les tout gens le temps. ne scoutent jamais Mike Muscala, quoi. C'est la séquence où t'as pick and roll chez Mike Muscala, enfin pick and pop du coup. Pick and pop chez Mike Muscala avec Shea qui fait une passe dans le dos pour servir Muscala, tu le vois à tous les matchs, quoi. Les gars, scoutez Mike Muscala, quoi. Après, je suis le coach adverse, je préfère me faire tuer par des 3 points de Mike Muscala que par des drives de Shea. Mais ça, c'est sûr. Mais voilà, pour moi, le vrai facteur de cette attaque, et on le voit notamment là depuis le passage à l'année 2023, pourquoi le Thunder a une des meilleures attaques de la ligue, ça c'est n'importe quoi ça. On est le 15 janvier, le Thunder a l'une des meilleures attaques de 2023, parce que tu as de la réussite à 3 points, parce que tu fais plus de passes aussi que l'an dernier, tu as plus de rythme. Là on commence vraiment à arriver à des séquences collectives où tu as vraiment, je dirais pas des systèmes, où tu as vraiment un mouvement de balle qui permet de démarquer un shooter ouvert, ou alors de permettre à Giddey, par exemple, d'aller sur des cuts. Enfin, tu as des séquences, notamment cette nuit, encore une fois, où tu as Bazley qui sert Giddey, qui va couper au panier. Je pense qu'il y a ne serait-ce que 2 mois, on n'aurait pas prévu, on n'aurait pas pu croire que ce serait arrivé. Donc pour moi, ouais, c'est un élément de facteur pluriel. Mais le facteur majeur de cette amélioration du Thunder, c'est les 3 points et l'augmentation de la réussite à 3 points. Bon, j'avais un peu la même stat, parce que forcément, on Ah, mais la même c'était chose. sûr. C'était obligé, celle-ci, qu'on l'avait tous les deux. Effectivement, j'avais bien noté la progression, notamment sur les... J'ai la même stat concrètement sur les tirs grands ouverts, où tu as progressé, je crois, de 3 points, et que du coup, tu passes au milieu de la ligue, et voilà. Ça se ressent même sur les tirs dans la globalité. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que j'ai cherché quand même 2-3 trucs. On est légèrement moins bon en pull-up, tu vois, mais je pense qu'on en prend moins et tout, mais on est moins bon en pull-up, ce qui est assez étonnant, hein, mais t'es moins bon en pull-up, par contre tu mets tellement plus les tirs ouverts et t'as tellement plus de joueurs capables de le faire que t'es meilleur globalement. Pour te rejoindre un petit peu et apporter d'autres choses, je pense que déjà, il y a plusieurs facteurs au fait que tu sois meilleur à 3 points. Bon, tu l'as déjà dit pour l'aspect collectif et tout ça, et pour la défense, mais l'ajout de certains joueurs, bon, J-Dub est pas le meilleur à 3 points, mais rien que sa présence sur les drives, sur la création, etc., ça a un impact énorme. Le fait Joe. avec Isaiah Joe, bien entendu, Muscala qui joue un peu plus, le fait que tu es chez Giddey beaucoup plus sur le terrain et pas blessé, parce que ça c'est une de mes autres stats, mais le fait que tu les as tous les matchs là ensemble pour créer, pour prendre des tirs ouverts, vu que Giddey les met cette saison, c'est beaucoup mieux. Tu as Dort qui est revenu à des pourcentages à 3 points décents par rapport au début de saison. Globalement, globalement, vous regardez, il n'y a pas de mec qui ne tire vraiment pas bien actuellement au Thunder. Il y a, à part un Bazley qui est vraiment pas défendu, mais il joue très peu. Jalen Williams, mais il y a très peu de joueurs qui actuellement. Il y a Jalen Williams. Oui, mais bon, est-ce qu'il est défendu? Est-ce qu'il en fera assez pour dire bon, ouais. Non, mais. Tu vois, c'est comme Bazley, je sais pas. Non, mais ça, Ouais, de toute façon, il à un faut moment, t'as toujours. Treman, tu peux prendre le débat Treman, on en parlera, qui a pas un pourcentage Là, il excellent, commence à mettre un mais il commence de mettre dedans. Donc tu vois, je pense que déjà, le fait que tu aies ces joueurs-là sur le terrain, déjà, ça t'aide par rapport à les dernières. En plus, ces joueurs-là, ils ont intrinsèquement progressé. Je sais plus quand, l'un de vous, peut-être toi ou l'un d'autre de la rédaction, avait tweeté sur la progression de chacun à 3 points, et c'était indécent en fait, les pourcentages, comme ils avaient augmenté pour chaque joueur. Un Poku par exemple aussi, enfin voilà. Et après, tu l'as très bien commencé de le mentionner, en fait, c'est que collectivement, tu as tellement évolué
que les tirs sont pris beaucoup plus en rythme, bon, sont toujours aussi ouverts, mais tu as une action avant, tu as des cuts, tu as des systèmes, hein, concrètement, toi tu dis peut-être pas des systèmes, si, il y a clairement des systèmes quand tu regardes OKC, et de plus en plus, Oui, mais t'as des choses qui se passent écrites, entre guillemets, mais comme tu l'as bien dit, même dans l'improvisation, maintenant, on est de plus en plus fort, parce que les joueurs se connaissent, encore une fois, les joueurs jouent ensemble, et tu vois, le passe-va chez Guidi, ça on s'attend déjà, enfin tu te dis ça sort d'où, c'est pas un système, mais tu te dis ah bah ça y est, ils commencent de faire ça maintenant plus régulièrement. Tu vois, il y a vraiment de plus en plus de choses à porter au collectif offensif et qui sont travaillées par Daynault et le staff avec les joueurs, et ça te permet d'avoir de plus en plus d'adresses, de très bonnes situations de tir, et de mettre les joueurs en confiance, parce que petit à petit, tu te rends compte que ils ont les mêmes tirs soir après soir, ils sont capables de les mettre, donc c'est un cercle vertueux, pour une fois, au lieu d'un cercle vicieux où on était dedans des fois, là c'est cercle vertueux où tu mets de plus en plus de tirs. En plus, quand tu es en rythme de ta défense, tu es en rythme parce que tu cours, enfin, globalement, tu pouvais que être plus adroit déjà que les autres années, mais là, la progression est presque... En vrai, c'était un peu inespéré que tu progresses autant, hein. Quand tu voyais aussi Chet, vite, oui. ouais, quand tu voyais Chet en plus déjà blessé début de saison, qui lui pouvait t'apporter un peu dans cet aspect-là, tu vois un J-Dub, tu te dis, bon, peut-être qu'il pourra mettre dedans, au final, il met pas tant dedans que ça en tir extérieur, mais quand Mm. même, t'es quand même largement progrès à 3 points. Donc, tu vois, avec un man qui est pas forcément super adroit non plus, avec un Shea qui en prend pas énormément, t'arrives quand même à être, ouais, à être très adroit à 3 points, donc c'est intéressant. De toute façon, la stat là, je l'ai sous les yeux. Le Thunder, tu disais qu'on était moins bon en pull-up. Mais par contre, la progression en catch and Ah bah shoot, oui, mais bien entendu. la progression en catch and shoot, c'est l'an dernier, le Thunder était à 32,6% de réussite sur les catch and shoot, ce qui est abyssal. T'étais Mm. dernier, t'avais même quasi 2 points de pourcentage de moins que l'avant-dernier qui était Détroit. Cette année, t'es 12e à 37,4. T'as quasiment augmenté de 5 points de pourcentage ton pourcentage de réussite sur les catch and shoot. Ah, c'est sûr que ça te simplifie la vie, hein. Donc voilà, c'est progression dans les catch and shoot, progression collective. Aussi, parce que tu l'as dit, le roster est mieux fait que l'an dernier au niveau du tir. On a Isaiah un banc Joe, tu l'avais solide, pas hein. l'an dernier, hein. On a un banc solide, hein. C'est ce qu'on Bien en sûr. parlait toi et moi à un moment, mais on a un banc. Je pense qu'il y a certains, pas contenders peut-être pas, mais il y a certaines équipes qui peuvent nous l'envier un petit peu quand même le banc, parce que Portland peut envier le banc du Thunder, par exemple. Si ouais, tu prends les concurrents au play-in, c'est incroyable de dire ça le 15 janvier en parlant du Thunder, mais si tu prends les concurrents au play-in, Portland a quasiment pas de banc actuellement. Et c'est d'ailleurs ce qui leur fait défaut. Je pense qu'il y a même, je sais pas, on prend, si tu veux aller à l'Est, Toronto a un moins bon banc que le Thunder. Bon, après, je prends vraiment les équipes qui Hmm. sont en difficulté avec leur banc. Mais le banc du Thunder, sur certains matchs, notamment encore une fois cette nuit, j'aime bien le match de cette nuit, il est révélateur de pas mal de choses qu'on voit en bien ces derniers temps, mais c'est le banc qui te fait gagner, c'est pas Shea, puisque le run tu le fais quand Shea est sur le banc. Donc oui, t'as un apport de tout le monde et ça passe aussi par le shoot. Mais une grosse diff avec ça d'ailleurs, tu vois, tu me l'as dit un peu en off, mais en début de saison, enfin même globalement, Shea t'apporte énormément et tu te reposes beaucoup sur lui. Mais il y a eu plusieurs matchs où Guidi plus le banc, ou même juste le banc plus J-Dub par exemple, te fait un run, Hmm. tient le match, ou fait un tout petit écart, ou alors tu as 5 minutes, je sais plus quel match c'est, où tu as 5 minutes où ça score presque pas, et en fait t'es statu quo pendant 5 minutes pendant que Shea se repose, enfin, tu vois. Je crois que c'est Washington. Et donc en fait, globalement, tu as moins de moments où tu prends la foudre aussi, pour le Thunder, c'est un petit jeu de mots, mais il y a moins de moments où tu prends un énorme run, tu vois, il y a moins ça qu'auparavant, et il y a aussi beaucoup moins de matchs, bon, surtout dernièrement, où tu as une adresse catastrophique à 3 points, où tu rien mis, où pourtant tu en as encore tenté 40 et tu n'en as pas mis un, parce que l'année dernière c'était beaucoup ça, hein. Hmm. Vous regardez les stats, il y avait plein de matchs où on était à 22% en ayant tenté 35 tirs à 3 points. Bah forcément, ça devient compliqué de gagner un match. Là, il y a de moins en moins ça, moins dépendant de uniquement cette adresse-là aussi, parce que tu as un Shea qui va sur les mid-range, tu as Guidi, bon voilà, même s'il prend quelques 3 points, c'est clairement pas sa spécialité non plus. J-Dub, sans être à droite de loin, il arrive à scorer. Enfin voilà, tu as plein de joueurs qui s'appuient pas forcément sur le tir extérieur pour mettre des points, donc ça t'aide aussi dans cet aspect-là. Bah, c'est en fait, t'as tes 3 ou 4 meilleurs joueurs qui sont pas des shooters à 3 points, même si Dort peut être à part parce qu'il entend pas mal, mais en gros, 3 de tes 4 meilleurs joueurs, à savoir Shea, Guidi, J-Dub, tentent très peu de 3 points.
Mais par contre, tout le reste est capable d'en planter. Ça aussi par rapport à l'an dernier, parce que tu regardes finalement, hormis Baisley qui joue pas beaucoup, bah, t'as des situations où t'as Treman qui a commencé à remettre des paniers, t'as Azaya Joe qui met des paniers, t'as Mike Muscala qui met des paniers, t'as Ron Wiggins qui met des paniers de loin, Kenrich est capable aussi. Je trouve que tu n'as plus ces situations où vraiment t'as un seul joueur qui est capable de mettre un tir. C'est que là, ok, bon, Guidi est capable d'en mettre, mais à un très bas volume. Shea est capable d'en mettre, mais à un très bas volume. J-Dub, c'est peut-être le seul point négatif de sa saison pour l'instant. Mais par contre, tout le reste est capable de planter. Puis tout le monde est en confiance. Hein. Pour le coup, là, actuellement, bon, il n'y en ça a se voit, aucun alors. qui sous-performe offensivement presque. T'as vraiment tout le monde qui est en pleine bourre. Tu vois même un base qui revient sur le terrain, met ses lancers, est efficace. Enfin, tu te dis, bon, tout va bien, tout va bien. Bah, de toute façon, là c'est. Déjà parce que le groupe vit bien. Mm. Contrairement à certaines franchises où le groupe vit pas très bien, Houston. Mais aussi parce que bah, la confiance engendre la confiance. Mm. Et que là, bah, comme tu l'as dit, c'est un cercle vertueux et que là, bah, plus tu gagnes, plus tu engranges de la confiance, donc plus tu gagnes encore. Ouais. Jusqu'au moment où tu vas en perdre 4 de suite. Oui. Mais ça, Et c'est que un tout le autre monde débat. sera calmé dans la fan Et que tout le monde dira on va relancer ton carton, Oh. on va voir les simus, on a victoire. Parce que ça va arriver ce moment-là, donc bon. Ouais. Bah, je vais donner Du coup, c'est ma dernière stat parce qu'on a parlé du tir et tu auras ta dernière après. Moi, c'est 35 matchs. Est-ce que tu vois à peu près à quoi ça peut correspondre? C'est le nombre de matchs que Dort, Shea, Guidi et J-Dub ont joué ensemble. Non, c'est juste Guidi et Shea. Parce que Déjà pas NBA.com ne mal. voulait pas donner les stats avec Fumen Lineup et Formé Lineup, donc j'ai pas pu regarder. Bah si, ça se trouve. Bah, Attends, oui, mais ça vas-y, marchait vas-y, pas. je vais te trouver Ça ça. buguait quand j'ai voulu le faire. C'est pas je dis que ça se Je vais trouve te pas, trouver c'est ça. au même endroit, mais ça a bugué. Donc j'ai pu regarder que celle-ci alors que je voulais aller plus loin. Mais globalement, ils sont déjà à 35 matchs joués ensemble chez Guidi. L'année dernière, 41 sur toute la saison. Ouais. Donc là, on est à mi-saison, on en a joué 6-2 mois. Ils en ont joué 6-2 mois ensemble. Et mine de rien, bah, ça se sent sur tes résultats d'équipe, bien entendu. Hein. Quand chez Guidi sont là, forcément, tu gagnes plus de matchs. Ça se sent énorme. 34 matchs ensemble chez Guidi et Dort. Bon, voilà. Moi, ça marchait pas tout à l'heure, comme j'ai dit, mais bon, on est proche. Et globalement, Guidi et Shea, on en a parlé un petit peu dans le podcast de Guidi, mais tu as une vraie dimension qui est en train de se développer entre les deux. Ils commencent de se comprendre de plus en plus, confiance réciproque. Quand Shea n'est pas sur le terrain, Guidi tire un peu plus la couverture à lui, et l'inverse est vrai aussi. Mais quand ils sont tous les deux ensemble, c'est de plus en plus intéressant. Tu as de plus en plus de situations de Daigneault qui essaie de les mettre en valeur, de les faire jouer ensemble. Si tu ajoutes à ça Dort à l'équation, tu as encore plus de choses. Je crois que l'autre fois, il y en a même eu un pick and roll Dort-Shea. Pas forcément dans le bon sens, mais on a eu le pick and roll de Dort-Shea. Ça me dit rien, ça. On en a eu un ou deux, je crois, qui a fini sur un drive et Dort qui allait au lancer. Tu vois, tu as des choses comme ça et qui sont de plus en plus intéressantes et intrigantes, et qu'en fait, tu peux te permettre de faire parce que tes joueurs sont sur le terrain. Et c'est ça aussi que je voulais mettre en valeur à travers ces stats, c'est que contrairement à l'année dernière où Shea a manqué pas mal de matchs, Guidi a manqué pas mal de matchs, et eux ça coïncidait pas forcément les périodes où ils étaient ensemble. T'as eu Dort qui a loupé quelques matchs, bon J-Dub était pas là, c'est différent, mais globalement tu pouvais pas forcément construire l'année dernière sur un vrai noyau d'équipe, et que tu savais qu'elle allait être là match après match, sur lequel collectivement tu pouvais t'appuyer. Cette année, bah, le quatuor là, globalement il est là à tous les matchs, et surtout maintenant que J-Dub joue de plus en plus. C'est lui qui joue le plus hier d'ailleurs, je crois, de mémoire. Dort joue pas énormément, bien, et je crois que J-Dub joue vraiment pas mal. Donc tu te dis, il prend de plus en plus de place, et ben, ce quatuor là, d'une part dans la complémentarité, il est ultra intéressant. Tout le monde peut un peu toucher la balle, tout le monde peut normalement tirer, tu peux driver, tout le monde peut un peu tout faire et défendre à peu près à toutes les positions plus ou moins bien. Bon, il y en a que tu préfères avoir sur les guards et d'autres moins, notamment avec Josh Giddey. Mais globalement, ces 4-là sont ultra complémentaires. Et tu peux construire sur ça, notamment offensivement. Et ils semblent énormément bien se comprendre. Bah, les cuts, encore une fois, hein, c'est flagrant. Parce que J-Dub est, bon, soi-disant le guard qui dunk le plus de la NBA. Je sais même pas si c'est un guard au Thunder, déjà. Moi, c'est ça qui m'intrigue dans cette stat, plus que le nombre de dunks. Ah, Bon, quand il start post 4, si tu veux, quand tu le comptes dans les guards, bon,
Bon, si vous voulez. Ouais, mais il a les mensurations Oui, d'un oui. guard, on va dire. Ouais, voilà, c'est Enfin, ça. d'un grand guard quand même. Ça mais m'étonne bon. que personne ait mentionné ça avec cette stat, c'est que c'est pas forcément un guard pour moi, mais bon, Ouais, mais allons-y. regarde les poules d'ESPN, ils disent que Jason Tatum est un Meilleur guard. poste, et oui, meilleur poste 2, je sais plus quoi aussi, c'est ressorti Voilà, ça. meilleur poste 2, Jason Ouais. Tatum. Bon. Non, mais ça me surprend toujours. Mais du coup, tu vois, la majorité, il y a pas mal de dunks qui viennent où en fait, il a fait une action off-ball. Il a profité d'un drive, il y a eu un drive and kick, il a pu redriver et finir. Enfin, tu vois, ça vient de mouvement entre les quatre là. Je mets un peu à part le poste 5 parce que déjà, c'est jamais le même, concrètement. Non. C'est jamais le même. Et tu joues pas du tout de la même façon. Quand c'est Muscala qui va rester exclusivement à l'extérieur, Jeline qui sur certaines possessions va un peu plus porter la balle et servir sur les cuts, que quand c'est Kenrich où là c'est encore plus complémentaire entre les 5. Voilà, c'est complètement différent à chaque fois, donc je mets à part un peu ce cinquième joueur, mais les 4 là, c'est peut-être pour moi la plus grosse réussite du début de saison, c'est que tu as potentiellement 4 joueurs de ton noyau du futur. Et moi ça c'est quand même quelque chose de conséquent pour une équipe en construction. Bah, de toute façon, la stat, elle est là. L'an dernier, Guidi chez Dort avaient joué 37 matchs ensemble. Cette année, ils en ont joué 34. Il y a 3 matchs d'écart. On vient à peine de dépasser la mi-saison. Donc, bien sûr que tu peux bâtir quelque chose parce que les gars jouent enfin des matchs consécutifs ensemble. Et que c'est pas comme l'an dernier où tu joues 2 matchs et puis t'en as un qui est blessé, t'en as un qui est en protocole commotion, l'autre qui a le Covid, machin. C'est sûr que la base d'une équipe en reconstruction, parce que le Thunder reste malgré tout une équipe en reconstruction, bah, c'est d'avoir l'opportunité que tes joueurs puissent évoluer ensemble sur le parquet, quoi. C'est même dans n'importe quelle équipe NBA, c'est un truc bateau ce que je veux dire, mais le premier truc qu'il faut, c'est que tes joueurs soient présents sur le parquet, quoi. Constant. C'est littéral. Ah si, ça y est, on t'a retrouvé. Oui. Ça a bugué, vas-y. Ah, reprends. coup dur. Voilà. Non, mais oui, mais j'ai vu que le Wi-Fi s'était déconnecté. Mais oui, donc ce que je disais, c'est le truc bateau pour n'importe quelle équipe, c'est que tes joueurs doivent être sur le parquet, quoi. C'est le premier truc qu'il faut basique. Donc voilà, ensuite le reste, ça se développe très bien. On voit que l'association entre Guidi et Shea se développe vraiment très bien. Après, oui, t'as que des joueurs intelligents, donc forcément, des joueurs intelligents qui jouent entre eux, ça fonctionne bien. Oui. Ce qui était l'un des principes de draft et de la vision de Prestige d'Ignol sur cette reconstruction. D'avoir des ball handlers, d'avoir des joueurs très polyvalents. Voilà. Je vais te laisser enchaîner avec ta dernière stat du coup. Ouais, 21,9 fautes par match. C'est ce que fait le Thunder cette saison. C'est le nombre de fautes que commet le Thunder cette saison. On est la 4e équipe qui fait le plus de fautes de la ligue. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est révélateur. Là, ça s'est vu. Ça s'est vu en 8K là, face à Miami, où les gars sont quand même à 40 sur 40 au lancer. Record NBA. Hein. Record NBA. Hein. Je crois que les Sixers ont débuté à 20 sur 20 ou une connerie dans le genre. Enfin bref, on a pris 60 lancers de suite, ce qui est quand même assez improbable. Mais oui, le Thunder fait beaucoup de fautes. Trop de fautes, je trouve. Moi, j'aime bien Stan Van Gundy. C'était lui qui commentait pour TNT le match entre OKC et Miami. Moi, j'aime bien. Je trouve que même globalement, il a des analyses plutôt très justes. Et ce qu'il disait sur le Thunder, c'est que le Thunder fait trop de fautes et n'est pas assez discipliné sur certaines séquences. Alors, effectivement, le manque de poste 5 n'aide pas. Parce que voilà, encore une fois, cette nuit, tu as des séquences où tu as Nikola Vucevic qui prend le rebond au-dessus de tout le monde et du coup, tu fais faute parce que tu essayes de te battre pour le rebond et du coup, c'est des loose ball fouls et ça n'aide pas. Mais il y a vraiment des situations où je trouve on est encore un peu naïf sur certaines séquences, sur certains pull-ups, sur certains tirs à 3 points. Je trouve qu'il y a encore un peu de naïveté, ce qui est normal hein, pour l'équipe la plus jeune de la ligue, mais je vais y revenir après. Mais notamment, un J-Dub, pour moi, fait encore quelques erreurs de rookie sur certaines fautes, etc. etc. Pour moi, c'est un truc que tu peux corriger et que tu dois corriger parce que ça peut te coûter sur certains matchs, notamment des matchs où tu es devant au score, ton adversaire n'arrive pas forcément à marquer et les envoyer sur la ligne des lancers, c'est le meilleur moyen de les remettre dans le match. Donc ouais, pour moi, c'est un point un peu négatif parce que tout n'est pas que positif pour le Thunder. C'est qu'on commet beaucoup de fautes et que ces fautes nous pénalisent parce que ça envoie souvent l'adversaire sur la ligne des lancers. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les autres années, même quand on était nul,
on était très bons là-dedans. On était Oui. des équipes qui faisaient moins de fautes. On soulignait d'ailleurs souvent la discipline des jeunes joueurs du Thunder là-dedans, parce que tu défendais correctement et tu faisais pas énormément de fautes, tu étais ultra discipliné. Effectivement, je te rejoins complètement déjà que ce déficit intérieur, que ce soit sur les rebonds ou quand le mec va redescendre, tu vas obligatoirement faire faute, c'est problématique. Je pense qu'il y a aussi des fois un excès d'agressivité, tu vois, Oui. notamment tu as dit sur les pull-ups, sur ces choses-là, où tu fais des fautes bêtes, des fautes qui peuvent te coûter cher, des fois des 3+1, des choses comme ça, là, on aime bien en faire. Ensuite, c'est notre façon de défendre, je pense, notamment cette année, comme on a moins de grands, ça a évolué encore, n'aide pas forcément à être super discipliné ou plutôt te pousse à faire plus de fautes ou à être en retard. Euh, Si vous regardez, souvent en fait ce qui va se passer, c'est que les deux joueurs à l'opposé de la balle, en aide, il y en a un, il va se mettre sous le cercle complètement, il va abandonner son joueur, il va vraiment jouer le rôle de défenseur central sous le cercle, on va dire entre guillemets. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, c'est libéraux. Le Golgoth. Ouais, c'est vraiment ça. Et t'as l'autre joueur en fait qui en aide, qui va devoir gérer les deux attaquants qui sont postés à 3 points souvent à l'opposé. Et donc quand tu fais ça, mine de rien, celui qui est tout seul contre deux, il doit faire un énorme close-out sur le joueur qui va recevoir la balle quand ça va transférer, parce que forcément ça va transférer. Et l'autre doit lui aussi compenser, et tu dois faire énormément de rotation défensive à partir de ça. Donc ça, on fait ça pour compenser ton manque physique sous le cercle. Mais globalement, sur des close-out, c'est ultra dur de défendre des joueurs qui sont dans l'attente, soit qui vont tirer, soit qui vont te redriver parce que tu vas arriver en retard. Et c'est là où une situation dont toi et moi on a parlé sur Josh Giddey, où il est souvent en difficulté là-dessus, parce que c'est super dur sur les appuis, il faut être bas, il y a plein de choses à faire. Et ça, du coup, quand tu es en retard, forcément, tu vas faire plus de fautes. Et ça, je pense que ça joue énormément là-dessus. Plus les fautes au rebond, voilà, celle-ci, quand tu es en bas, que tu vas pousser parce que tu es plus petit, parce que voilà, ça c'est obligatoire. Hein. Mm. Euh, Après, tu vois, en faute offensive, je sais pas si elle compte dans ta stat, ou si c'est que faute def. Non, je crois que c'est que faute def. Parce que c'est À mon intéressant de avis. voir aussi en faute offensive, parce que vu qu'on est l'équipe qui drive le plus de la ligue de très large, t'es quand même plus propice T'en à. fais pas tant que T'en ça, fais de pas faute tant que ça, tu offensive. vois, mais t'es quand même plus propice à en faire aussi. Tu vois, on se souvient par exemple, il y a certains joueurs qui ont tendance à faire aussi vite des écrans mobiles en attaque. Tu vois, il n'y a pas que Dort qui en provoque, il y a d'autres joueurs qui en provoquent. Mais voilà, globalement, je pense que pour moi, ces problèmes de discipline, ça vient aussi de notre système défensif, où t'es poussé à être en retard, t'es en déficit sous le cercle. C'est plus compliqué de stopper les joueurs physiques, les joueurs qui vont appuyer là où ça fait mal. Contre Miami, c'était catastrophique là-dessus. Butler, à chaque drive, il avait deux lancers. Quand c'était pas ça, c'était rebond off lancé. Tu Mm. mettais les mains. Enfin voilà, ouais, effectivement, il y a encore quelques attitudes à corriger, plus le système qui joue. Donc ouais, mais c'est intéressant de l'avoir mis en valeur parce qu'effectivement, on était très bon là-dessus. Tu vois, j'en avais pas conscience. Bon, effectivement, contre Miami, je l'ai un peu vu, qu'on avait fait beaucoup de fautes, mais j'en avais pas conscience qu'on était si mauvais que ça. Si, si, bah moi ça m'a frappé il y a de ça 2 3 semaines où tu joues 2 matchs de suite où l'adversaire est dans le bonus, il reste 8 minutes 30 dans le carton. Là, je me suis dit, ouais, ça commence à faire beaucoup. Et j'ai vu dans le chat les gens en parler, effectivement on est deuxième en recovery sur les ballons à 50-50 de la ligue. Il n'y a que Indiana qui en récupère plus que nous, donc ça montre qu'il y a du hustle, qu'il y a de l'énergie. Mais justement, c'est ce que Stan Van Gundy disait, free throws kills hustle. Il y a rien de pire et y a rien de pire pour te tuer ton énergie et pour te tuer ton Hmm. hustle que de faire des fautes et d'envoyer ton adversaire sur la ligne des lancers. Donc c'est bien de défendre de manière agressive sur le porteur, et je pense aussi que on fait plus de fautes parce que contrairement aux deux précédentes années, on est plus agressif sur le Ouais. porteur, ce qui augmente du coup de facto ton nombre d'interceptions, etc. Mais voilà, si tu envoies trop ton adversaire sur la ligne des lancers, tu vas pas pouvoir faire des paniers en transition. Tu donnes 2 points qui sont les points les plus faciles entre guillemets, donc ça n'aide pas. Et pour moi, c'est vraiment un point sur lequel tu dois progresser, sur lequel tu peux pas tant progresser actuellement, notamment au rebond off, parce que voilà, tu auras toujours ce déficit de taille quoi qu'il arrive. Mais le Thunder doit faire moins de fautes parce que sur certains matchs, ça peut te pénaliser assez grandement. Miami. Miami concrètement. Miami, Miami, mais même Chicago, par exemple, dans le premier quart, où ils font que des lancers. Hmm. Passons maintenant, Constant, à la partie un peu plus individuelle sur les joueurs.
Donc ceux qui n'étaient pas là au début, on a choisi 3 joueurs chacun dont on voulait parler, on se les est répartis, on se les a dit avant pour le coup, pas comme les stats, pour qu'on n'ait pas les mêmes et qu'on parle de plus de joueurs. Je vais te laisser commencer, tiens, vas-y. Tu veux me laisser commencer? Ouais. Honneur à moi, du coup. Alors, je vais prendre celui dont on a parlé il y a de ça quelques minutes. On en a dit que du bien. Monsieur top 3 du Roy, bien évidemment. J-Dub. J-Dub. Qu'est-ce qu'on peut dire sur J-Dub de négatif? Bon, il met pas un tir. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Il met pas un tir. Oui, mais c'est le seul truc négatif qu'on peut dire sur J-Dub, c'est qu'il met pas un tir. Sinon, le reste... Ah, voilà. Alors, les deux trucs négatifs de J-Dub, c'est il met pas un tir. Même s'il en a mis un très important cette nuit contre Chicago. Et il commet quelques fautes de rookie, donc c'est des fautes de rookie, donc ça va vite arriver, ça va vite disparaître avec le temps, mais il y a certaines séquences où il est un peu trop naïf, notamment sur les pump fake. Encore une fois, le N1 de Jimmy Butler pour Miami lundi. En vrai, je pense que si c'est Dort qui le défend, il n'y a pas de N1 parce que Dort ne mord pas à la pump fake. Ou alors si tu fais faute, casse-le en deux, quoi. Enfin, honnêtement, hein, il a que 2 lancers, tu prends pas N1. C'est aussi simple que ça. Aussi. Donc voilà, mais sinon le reste, moi je trouve que J-Dub, c'est vraiment le Thunder va mieux globalement parce que tout le monde va mieux, mais J-Dub t'apporte vraiment un truc et te permet de faire le lien entre tous les joueurs de ton effectif parce qu'il est capable de remplir tous les rôles en fait. Il peut défendre du 1 à 4 globalement avec des degrés de réussite différents, mais je considère pas le 5, il est trop petit pour défendre le 5. Ou en tout cas les vrais gros 5, mais il peut défendre du 1 à 4, il peut driver vers le cercle, il peut te mettre quelques mid-range de temps en temps, il peut te faire de la passe, il peut faire des cuts, voilà, donc intelligence de jeu aussi, ça on le savait, mais QI basket plus. Donc voilà, J-Dub, 73% de réussite au cercle, 42% sur les mid-range. Moi, j'ai que du bien à dire de Jalen Williams, et je trouve que vraiment, il faut pas sous-estimer l'apport et l'influence qu'a J-Dub dans cet effectif, parce que ce soit dans sa relation avec Josh Giddey, où les deux jouent souvent ensemble quand Shea est sur le banc, que ce soit des séquences où il est avec Shea sur le parquet, il peut être ball handler sur certaines séquences, il peut créer pour les autres, il tourne quasiment à 3 passes par match. Je trouve que il ne faut absolument pas sous-estimer l'apport de J-Dub cette saison, parce que c'est vraiment lui, c'est l'élément, tu vois, l'an dernier j'avais souvent dit qu'il te manquait un ailier capable de défendre, un peu de scorer, de se créer son tir. J-Dub est un des trucs qui te manquait l'an dernier et que tu as cette année. Je vais rebondir juste avec un truc qui m'a fait rire, que j'ai vu passer sur Twitter ou Instagram, qu'ils ont comparé J-Dub à Hasbulla. Tu vois qui c'est à peu près sur les réseaux? À qui? À Hasbulla, c'est un espèce, je crois que c'est quelqu'un qui a atteint le nanisme, mais c'est une star des réseaux sociaux. Et en gros, c'est un adulte et t'as l'impression qu'il a 3 ans. Et en fait, si, j'ai vu la photo. Et en fait, il disait que J-Dub c'était ça, c'était un rookie dans un corps un peu de bébé, mais qui jouait comme un adulte. Et c'est exactement ça. Il y a Trash Talk qui a dit ça aussi. Ouais, c'est exactement ça en fait. T'as pas l'impression quand tu le vois jouer que c'est un rookie. Déjà, moi, c'est vraiment la chose qui me saute aux yeux. Tu fais regarder quelqu'un qui connaît le basket, mais qui ne connaît pas forcément OKC Hot, il ne dira jamais que ce joueur-là, c'est un rookie. Alors, effectivement, je le trouve, c'est pas surcoté défensivement, mais ok, il est archi polyvalent, il est grave utile et tout, mais il est pas élite défensivement. Hein. Il est pas. Non. Voilà, moi, il me déçoit un peu défensivement. Mais offensivement, il apporte tellement. Il est tellement polyvalent et tout que certes, c'est un atout. Mais il faut pas non plus le considérer comme un défenseur élite ou un très bon défenseur. C'est pas forcément le cas pour l'instant. Après, physiquement, il est grave intéressant dans les rebonds pour relancer, etc. Il peut défendre plein de postes, mais doucement quand même, ça reste un rookie. Et pour le coup, sur la défense, il y a encore du taf. Après, offensivement, tu l'as très bien dit, c'est le lien entre tout le monde. On nous dit entre Shea et Giddey dans le chat, mais c'est exactement ça. C'est le joueur caméléon qui s'adapte à n'importe quelle situation, n'importe quel line-up, n'importe quel rôle, n'importe quel ce que tu veux, quoi. Alors effectivement, il met pas de loin pour l'instant. J'ai tendance à dire, comme j'ai déjà dit, je garde confiance là-dedans. Il n'a pas un tir cassé, il les prend en rythme, il a confiance, etc. Il en a mis 2-3 gros. C'est juste qu'il y a des moments, il a un look plusieurs d'affilée, là-dedans. Mais bon, ça viendra petit à petit. Et puis ça progresse les jeunes aussi. Bien sûr. Regardez Josh Giddey. Heureusement qu'il n'est pas parfait là-dedans.
Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un. Est-ce que ça deviendrait pas un futur profil à la Miles Bridges un petit peu? Ah, Michael Bridges, pardon. Oui, pas Miles Bridges, Parce c'est que pas Ma- le. Ma- Non, Ma- Michael Bridges, c'est pas pourquoi j'ai dit Miles. Oui, et puis c'est pas le même Oui, casier c'est pour ça que je judiciaire dis. non Oui, plus. non, clairement pas. La Michael Bridges, pardon. Peut-être. Après, Michael Bridges, c'est pas un grand shooter non plus, hein. Faut pas Oui, l'oublier, hein. oui, c'est pour ça. Michael Bridges, il en tente peu, hein. Beaucoup de mid-range, dans l'utilisation et dans le rôle, Mm. peut-être, mais c'est vraiment son plafond. Ouais. Après, moi, Euh, potentiellement un Bridges, un chouïa meilleur offensivement et peut-être moins bon défensivement, par contre. Bridges, ouais, il a quand même des saisons. Enfin, là, cette année, par exemple, il est à 40% à 3 points en Mm. tentant 4,5 par match. Donc, c'est Ouais, quand mais même dans un le bon reste, shooter. tu Je sais, retire ce que dans j'ai le dit. reste du jeu, tu vois, dans le reste du jeu, je trouve J-Dub. Ouais, mais c'est pas Cam Johnson, quoi. C'est pas Michael Bridges. Oui. Voilà, si tu dois comparer un ailier de Phoenix, tu compares plus à Michael Bridges qu'à Ouais. Cam Johnson, qui est un gars que je trouverais intéressant dans l'effectif du Thunder, même s'il est un peu vieux. Mais peut-être. Après, Michael Bridges est vraiment un très très fort défenseur aussi. C'est pour ça que je disais Euh, peut-être un peu plus tourné offensif et moins défensif, après voir comment il se développe, J-Dub, effectivement. Après, ouais, mais Michael Bridges a 16 points aussi cette année. Enfin, il y a des similitudes déjà dans le fait que Michael Bridges est arrivé en NBA, il avait 22 ans, J-Dub a 21 ans, bientôt 22 ans cette saison. Donc oui, effectivement, c'est des joueurs plus finis que ce qu'on a vu au Thunder depuis un sacré paquet d'années. Mais oui, il est intéressant parce que ouais, pour moi, il est caméléon, comme tu as dit, il peut faire plein de choses et c'est vraiment un truc où je me dis finalement il y a peu de domaines dans lesquels il doit réellement progresser. Il y a le tir, mais bon, le tir, tu vois que globalement que tu peux progresser dans ce domaine-là. Donc ouais, ball handling, très bon, Excellent. excellent. Moi je suis même surpris de son ball handling, je le trouvais plus faible que ça du côté de Santa Clara. Donc oui, que de bonnes choses à dire pour J-Dub et vraiment, c'est un joueur sur qui, bah, typiquement, cette nuit, tu peux lui mettre 32 minutes sans craquer des dents ou claquer des genoux en disant comment ça va se passer. En fait, J-Dub, globalement, tu sais toujours à peu près qu'il va t'apporter positivement chaque soir. Ouais, il a 2-3 matchs où il met vraiment rien en attaque, il y en a eu 2-3. Oui, mais c'est Mais globalement, c'est même rare, si- quoi. ouais. C'est pas beaucoup, quoi. L'an dernier, par exemple, il a moins cette incertitude de dire bon, alors quel match il va me sortir. Ajoute bien le l'an dernier, merci, j'ai noté, Ah oui. j'ai noté l'effort. Après, J'ai noté l'effort. Après, Poku, il joue pas là depuis 3 semaines, mais c'est le rookie le plus fiable du Thunder. Même l'an dernier, Josh Giddey t'apportait pas autant de fiabilité. Mm. C'est le rookie le plus fiable du Thunder depuis pas mal de temps. On a une question intéressante là, peut-être pour finir sur J-Dub. C'est qui le meilleur défensivement entre lui, Wiggins et Kenrich? Une très bonne question, ça. C'est super dur de répondre. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, j'ai pas forcément de réponse. J'ai du mal à mettre J-Dub. Et limite, après Wiggins, c'est un rôle vraiment. Il joue pas assez, quoi. Et Kenrich, il défend les 5 C'est aussi. ça. Donc en fait, c'est une question entre la polyvalence et l'efficacité. Wiggins, c'est peut-être le moins polyvalent, mais alors sur le peu de temps de jeu qu'il a, je le trouve très bon. Et les deux autres sont plus polyvalents. Je pense que sur l'homme, je préfère Wiggins. Ouais, moi aussi. Collectivement, Kenrich. Ouais. Et J-Dub, c'est la moyenne un peu entre les deux. J-Dub, ça. c'est le mix entre les deux. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Bon, à mon tour. Qui je vais commencer? Bon, allez, on va commencer par Shea quand même. On est obligé d'en parler un petit peu. Il y a un moment, voilà. C'est pas sur celui lequel on va passer plus de temps, mais on a commencé la saison en se disant est-ce qu'il pouvait être All-Star? Bon, je vais pas porter la poisse ou autre, mais là, s'il l'est pas. Non, mais là. Entre les votes, ce qui ressort des médias, ce qui ressort de tout le monde, s'il est pas All-Star, c'est une énorme surprise. Même parce que voilà, il y a des gens, je ne vais pas les citer, mais ils ont dit que De'Aaron Fox méritait plus d'aller au All-Star Game que Shea. Je suis désolé. Le Thunder a un meilleur bilan que Portland, et Shea a des meilleurs stats que Damian Lillard. Donc pour moi, techniquement, Shea mérite plus d'aller au All-Star Game que Damian Lillard. T'as le même nombre, t'as une victoire de moins que Phoenix, sachant que Booker a loupé des matchs, donc Shea mérite plus d'aller au All-Star Game que Devin Booker. En fait, pour moi, les trois seuls où tu peux dire ok, il mérite plus d'aller au All-Star Game que Shea, c'est Curry, et encore ça se débat parce que Steph a loupé des matchs. C'est Luka, Curry et Ja Morant. C'est les trois seuls actuellement guard dans la conférence Ouest, où je peux me dire ok, il mérite plus de faire le All-Star Game que Shea. Mais sinon, pour moi, il doit être quatrième.
Comme ces votes là C'est surtout que c'est pas la même équipe à ses côtés, quoi. C'est pas une équipe du Oui, tout mais censée faire ça. C'est pas... il y a un moment où le bilan quand même de bien Memphis entendu. et le bilan du Thunder est Oui. sensiblement. Mais tu vois, par rapport à un Fox ou par rapport à d'autres, t'es pas la même équipe à côté, quoi. Bref. C'était la question qu'on avait au début de saison. Après, on s'est posé la question de est-ce qu'il va réussir à garder ce niveau de jeu sur toute la saison avec ses 30 points de moyenne. On est à 43 matchs, il a quoi, 30,8 ? Non, il a moins mis, 30. c'est de la nuit dernière, donc il doit être à 30,5 ou à plus de 30. Non, parce qu'il était à 31 après Ouais. le match contre Philly. Donc attends, je vais te trouver ça. J'ai- Bah, il est à 30, il a quoi. 30, Il a quoi. Et 30,7. Et globalement, t'as pas trop l'impression que ça va diminuer parce que soir après soir, en fait, il a trouvé son jeu. Il a trouvé comment soir après soir dominer la défense adverse globalement, hein. C'est les mid-range, c'est les drives, c'est aller sur la ligne. Bon, parce que c'est quelque chose qu'il réalise avec une très bonne fréquence. Il a un pourcentage monstrueux au lancer franc. Ça n'a pas diminué, c'est incroyable, même ses progrès là-dessus. Ça baisse un peu là sur. Ouais, oui, mais enfin, les derniers. après, le problème, c'est qu'il en loupe un et ça baisse, quoi. Ah, il était à 93% à un moment, donc c'est compliqué de Il est à rester plus à de 90, 93. tu vois, donc... Là, ouais, en gros, il y a pas. Là, octobre, novembre, décembre, janvier, il n'y a pas un mois où il est en dessous de 90 au lancer. Donc ça, c'est monstrueux. T'as cet aspect élite en transition qui lui apporte aussi quelques paniers faciles. Beaucoup de paniers même. En fait, globalement, moi, ce que j'ai peut-être envie de mettre en valeur pour Shea, on pourrait parler de sa défense, où il est beaucoup plus investi, beaucoup plus présent, etc. Et ça l'a beaucoup été souligné. Bon, il me l'avait dit aussi, forcément. Ouais, j'aime bien dire ça. Non, Oh, le flex. Et après, c'est vraiment, il s'est renforcé physiquement et en fait, c'est flagrant. Sur tous les drives, sur le nombre de fautes qu'il va avoir, sur comment il arrive à pousser son défenseur pour se créer de l'espace, sur plein de choses défensivement bien entendu. C'est peut-être plutôt ça moi que j'ai envie de souligner chez c'est son développement physique et bien sûr sa régularité. Je pense qu'on a notre 1A maintenant. Après, est-ce qu'on a notre superstar comme on l'entend ? Je fais la différence, tu vois. À voir, on verra en playoff. Mais ton 1A, j'ai quand même tendance à dire que vu l'impact all-around qu'il a, vu tout ce qu'il produit, on s'en rapproche de plus en plus quand même, hein. Moi, j'attends les playoffs. Ce sera toujours le Bien sûr. facteur. Comment dire, le juge de paix, voilà, c'était le mot que je cherchais. Ce sera toujours le juge de paix pour moi, les playoffs. Tant qu'il ne sera pas retourné en playoffs, je ne pourrais pas dire que c'est ton 1A. Parce que pour moi, 1A, c'est le joueur qui t'emmène au titre, en fait. Donc, c'est. Ah ouais, tu vois, j'ai différencié superstar et 1A, moi. Tu vois, c'est plus ça. Pour moi, 1A, c'est même au-dessus de superstar. Ah, bah on n'a pas. C'est bon, c'est une différence de définition alors qu'on a. Mais bref, c'est top 6-7 meilleur joueur NBA. Globalement. Hein. Est-ce qu'il l'est Non. Pas encore. Mais il s'en rapproche. Après, tu vois, là, globalement, sur tous les classements, il est en dehors de top 15, c'est un scandale. Et il se rapproche du top 10 sur pas mal de gens, insiders, j'entends, hein, ou même. Non, mais même The Ringer, là, Ouais. quand ils ont fait leur top 100 actualisé, ils l'ont mis 14e. Là. Donc, oui, comme dit dans le chat, son jeu est transposable en playoff. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que son Je jeu est l'avais noté transposable. aussi, je l'ai pas dit, mais effectivement, les mid-range, les drives, etc., les lancers. Mais j'attends. Oh, allez, lancer, quoique. Mais j'attends quand même. Moi, il me faut les playoffs. Mais effectivement, bah, c'est en points par possession, Shea est un meilleur joueur d'ISO que Kevin Durant. Ouais, bon, dit comme ça. Non, mais, Non, mais bien sûr. Voilà, en transition, en points par possession, Shea est un meilleur joueur que Giannis Antetokounmpo. Et que LeBron James, et que De'Aaron Fox, que Ja Morant, enfin que plein de gens. Hein. Globalement, Shea, c'est l'un des joueurs les plus efficaces en transition. Donc oui, je trouve que... Qu'est-ce que tu veux dire de toute façon ? On avait fait le podcast sur Shea durant l'été, on avait dit... il avait fait 13 matchs à plus de 30 points déjà l'an dernier. Est-ce qu'il va être capable de faire ça sur toute une saison ? La réponse pour l'instant, c'est un grand oui. Mais finalement, on ne devrait pas être surpris, puisque ce que fait Shea cette année, c'est ce qu'il faisait en sortie de All-Star Break l'an dernier. C'est juste que là, il le fait sur une saison complète, quoi. Mais après, on peut parler du terrain, on peut parler voilà, de sa progression en attaque, son côté je prends les match-ups défensifs, etc., etc. Moi, il y a un truc, c'est que qui me satisfait énormément. Quel leader, putain. Quel leader incroyable. Enfin, là, c'est... Les déclats dans la presse, l'attitude, tout.
L'attitude est exceptionnelle. Il y a un moment où, enfin voilà, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais dans une équipe en reconstruction, bah, quand t'as un leader qui est comme ça, t'as pas besoin d'avoir de vétérans en fait. Hmm. Ton leader est, voilà, on remerciera un certain numéro 3 qui a été là et qui a dû bien aider dans le mentoring il y a de ça quelques années, mais je trouve que déclaration, il fait jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de frustration, toujours le bon mot, toujours le et il force pas. On voit le match contre Philly. Franchement, vu la sauce qu'il met à Tyrese Maxey et à d'autres joueurs, il aurait pu mettre 50 points. Facilement. Franchement, il aurait Ouais. pu au moins Ils 45. défendaient pas les autres là. Oh là là. Même Tybalt, Ah, c'est il était à la ils rue n'arrivaient complet, pas à quoi. les défendre. Complet. Matisse Tybalt, il se prend un drive après. Si, c'est l'une des seules célébrations de chez cette année, c'est il bat Tybalt en transition et il flex après le panier. C'est l'une des rares fois où tu l'as vu un petit peu se célébrer. Mais ouais, exemplaire, comme il dit dans le chat, moi je le trouve vraiment en leadership. Il m'impressionne. Ouais. Il m'impressionne de maturité, et vraiment de. Quand t'as un leader comme ça, les autres ne peuvent que se mettre au diapason, les autres ne peuvent pas se plaindre et tu peux que suivre l'exemple. On nous dit un petit bémol dans le chat, c'est les fins de match loupées ou forcées. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes. Ouais. Il y a eu un ou deux tirs ou un ou deux choix pas forcément évidents. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est dur. Après, après, ça fait longtemps que le Thunder joue plus des matchs dans Oui, le clutch on aussi, défonce hein. tout le monde. Il y a le match contre Miami, et sinon, Ouais. ça commence à faire pas mal de temps qu'on n'a pas joué un match dans le Ouais. clutch. Mais contre Miami, oui, effectivement, il prend un step back à 3 Ouais, il y a points même alors que 2-3 t'es passes manquées à avant -1. où il force un peu au mieux de faire une passe. Effectivement, il y a eu Bien 2-3 sûr. matchs comme ça. Mais bon, Bien sûr, globalement, bien sûr, mais toutes les stars. contre... Bien sûr, mais personne n'est exemplaire hein, dans le clutch de toute façon, hormis Luka. Luka, il fait dans le clutch, il fait des trucs, bon, c'est incroyable. Mais voilà, contre Miami, on peut le pénaliser, mais ça peut faire une transition. Normalement, si Kenrich met ses deux lancers, il n'y a pas besoin que Shea tente un step back à 3 points aussi. Oui, très belle transition. Vas-y, parle de Kenrich Williams qui est ton prochain joueur. Bon, bah voilà. Défaut de Kenrich Williams, il sait pas mettre ses lancers. Ce qui est incroyable. Enfin, honnêtement, j'avais pas fait gaffe à cette stat non plus, mais en fait, depuis toute sa carrière, il Il pas est à forcément 50% lancé, lancé. alors qu'il est super adroit sur les mid-range, il a un bon toucher, mais les lancers, il n'y arrive pas. C'est Inexplicable. Voilà, c'est défaut de Kenrich Williams. Voilà, c'est le seul truc. Sinon, le reste, monsieur est en positif quand il joue. Ça y est, là, avec la victoire contre les Bulls, Ouais, j'ai vu. le bilan de Kenrich Williams est en positif quand le Thunder, enfin, quand Kenrich Williams joue, le bilan du Thunder est en positif. Vous allez voir sur Cleaning the Glass, il est en orange partout. Que ce soit au pourcentage de réussite près du cercle, il est à 68%, il est à 51% sur les mid-range, il est à 45% à 3 points. Parce que, à mon avis, Cleaning the Glass enlève les garbage time et les tentatives du milieu de terrain. Je pense que si vous allez sur Basketball Référence, il doit pas être à je l'avais, 45%. je crois. Attends, je peux peut-être te Je dire. crois qu'il est à 41 ou Mais une connerie dans le genre. il a plus de 40. Hein. Oui, il a plus de 40, mais il est pas à 45. 45, même Isaiah Joe est pas à 45%. Si, il est à 44. Oh là là. Ouais, d'accord. Bon, alors Kenrich Williams. Bon, bah voilà. Vous avez du coup Kenrich Williams, 45% à 3 points. Il a fait péter la zone du 8. Même s'il a pas mis ses lancers. Hein. On l'a vu, le Thunder a eu du mal à attaquer la zone, notamment dans le premier quart. Kenrich, notamment avec sa capacité à avoir quelques mid-range, t'a permis de ramener ses points. Parce que la zone. Ouais, tout à fait. Parce que la zone, typiquement, ça t'ouvre grand les mi-distances. Donc voilà, c'est défensivement, il n'a pas souvent des match-ups faciles. Il doit défendre des postes 5 la plupart du temps. Encore une fois, Kenrich, comme J-Dub, un degré moindre, entre guillemets, c'est qu'il est protéiforme et caméléon. Il peut faire plein de choses. Il peut défendre des postes 3, des postes 5, il peut être titulaire, il peut sortir du banc. Je trouve que oui, Kenrich Williams fait vraiment de très très bonnes choses. Encore une fois, comme à chaque année, Kenrich Williams fait de très bonnes choses, mais là, à un degré quand même assez élevé. Non, j'ai pas grand chose à dire, à part qu'il est quasi vital au bon fonctionnement de ton équipe actuellement. Parce que, comme tu l'as dit, il comble énormément de trous. L'autre fois, il a cassé la zone du 8. Après, le match d'après, il va te défendre au poste 5 quand t'es bloqué. Après, il va te stopper Zion. Après, tu vois, j'exagère à peine quand je dis ça, quoi. C'est vraiment, il peut tout faire pour essayer de sauver l'équipe et si tu lui donnes la mission de le faire, quoi. Et puis alors, ouais, effectivement, l'adresse à 3 points,
Enfin, c'est automatique, quoi. Autant au début de saison, j'en avais parlé, il n'était pas forcément adroit, il était un peu rouillé et tout. Bah, il avait été blessé longtemps aussi, mine de rien. Mm. Et là, il a repris son rythme et tout tombe dedans, concrètement. T'as encore d'Herboff, t'as encore tout ce qui faisait que Kenrich a eu cette énorme prolongation. J'exagère un peu, cette bonne prolongation. Non, très bien. Très bien prolongation. 21 sur 3, c'est très bien. C'est très bonne prolongation. Et qui fait qu'il serait. Il est déjà ultra valuable dans une équipe comme OKC. Il le serait aussi dans une équipe top 1 de la conférence. Enfin, voilà, c'est un joueur, encore une fois, on l'a déjà dit l'autre fois, mais tu dois jouer les playoffs demain, lui, 25 minutes au minimum. Ça, j'ai réécouté des trucs à chaque fois qu'on parle de Kenrich, je le dis à chaque mais fois. Ouais, mais c'est le truc ultime. C'est le truc. Je le dis vraiment à chaque fois. Là. Tu joues le play. On change, tu joues le play-in demain. Tu joues un match à enjeu. Voilà. Tu mets Kenrich, mais non, mais il fait vraiment de très très bonnes choses. Et encore une fois, sans avoir un temps de jeu qui a augmenté par rapport à l'an dernier, il joue quasiment autant. Il joue même un tout petit peu moins, mais ça aussi c'est en fonction des garbage time, etc. etc. Mais voilà, Kenrich, il y a des blessures aussi, parce qu'il joue moins que l'an dernier, mais aussi parce qu'il y a plus de monde à mettre dans la rotation. Mais oui, Kenrich, c'est ultra positif. Tu peux quasiment rien lui demander de plus, hormis de mettre ses lancers. Ouais. Bon, on va enchaîner, parce que Kenrich, c'est pas le plus intéressant en débat, il n'y a que du positif. Parlons de Lou Dort. Là, les débats arrivent. Là, attention dans le chat, c'est parti. On va parler défense d'abord. On va parler du plus positif quand même. Je trouve Lou Dort un peu mieux que l'année dernière défensivement. Notamment, il y a quelques perfs qu'il a sortis où il a stoppé les gars, etc. C'est pas aussi fort que quand il était juste spécialiste défensif, j'ai envie de dire, et quand on mettait au NBA, defensive team, etc. C'est devenu un joueur plus complet, donc il est moins focalisé dessus, etc. Mais néanmoins, en fait, rien que par son rôle défensif, il est lui aussi vital à l'équipe, parce qu'il est point of attack, parce qu'il te permet plein de choses, parce qu'il défend toujours le meilleur joueur adverse, parce que, enfin voilà, il est vital à l'équipe rien que pour ça déjà. Après, le reste, c'est différent, mais défensivement, il ne faut jamais, je pense, lui enlever tout l'impact qu'il peut avoir, le nombre de ballons qu'il va récupérer ou gagner sur des fautes provoquées, sur des choses comme ça. C'est indéniable chaque match, même quand il fait des mauvaises perfs. Bon, des fois il va prendre une sauce, ça arrive à tous les défenseurs, il y a des joueurs en feu, notamment NBA. Mais il faut respecter ça déjà soir après soir, ce que produit Lou Dort défensivement. Offensivement maintenant, le premier point positif déjà, je pense pour moi, c'est qu'il tire moins la couverture à lui. J'ai quand même beaucoup moins de râlements sur il prend des tirs dégueulasses, il prend trop de tirs, il fait des tirs en première intention, il pull up à 9 mètres. Il y a beaucoup moins de choses, de ce ordre-là. Je vois que la sélection de tirs commence d'évoluer aussi. En tout cas, il s'est calmé là-dessus, ce qui est un premier point positif. Je commence que par le positif. Le tir à 3 points, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Bon, il est de retour à... Alors, je sais pas avec le match d'hier, parce que j'ai fait les stats avant. 33.6. 33.6, ce qui est dans ses stats des saisons dernières. C'est quasi son carrière. Ouais, c'est quasi son carrière high, donc c'est pas la progression qu'on peut espérer, mais c'est beaucoup plus honnête vu qu'au début de saison il tirait à 20%. Oui. On est de retour sur un Lou Dort un peu plus efficace, un peu plus en rythme. Il a fait quelques gros matchs à 3 points. Il a mis quelques Après là sur le road trip, il a 3 sur 15 à 3 points. Ouais, là ça fait quelques matchs qu'il l'aimait moins, donc ça a baissé en plus. Donc toujours pareil, des séries Lou Dort, vraiment des passages où il met tout, des passages où il met moins. Donc ça reste... Bon, il a progressé depuis le début de saison, il s'est remis d'aplomb, mais ça reste encore à corriger. Maintenant, c'est le gros point, et on nous l'a déjà mentionné dans le chat, c'est les drives. Et là, contrairement, on n'est pas d'accord. Donc c'est ça qui est intéressant pour une fois, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Moi, en fait, alors, je peux pas l'enlever, je sais très bien, c'est ce que les gens disent dans le chat, et ce que tu dis aussi, et ça, je peux pas l'enlever, c'est qu'il n'est pas efficace sur les finitions en drive, il n'est pas efficace sous le cercle. Il manque de toucher, il manque d'application, peut-être des fois d'ailleurs. Des fois, on a l'impression qu'il fait un peu des JRE à l'ancienne où il y avait les moufles. Enfin voilà, ça, je peux pas l'enlever, qu'il manque clairement d'efficacité sur ces drives-là, qu'il est maladroit en finition près du cercle. Des fois, il en prend des très durs, des fois, il en loupe des tout simples aussi. Voilà, ça, je peux pas l'enlever. Maintenant, tu vois, par rapport à d'autres qui disent ces drives, faut les enlever, ça saoule et autres, je suis pas forcément d'accord. Parce qu'on l'a dit, OKC est ultra basé là-dessus, et sur le fait que tous les joueurs puissent driver, porter la balle en main, etc. Et en fait, autant le problématique de Dort, c'est la finition, autant le drive en lui-même, enfin tout ce qui se passe les 2 secondes d'avant...
Avant. C'est ça le problème Mais- de Dort, c'est avant c'est bien, Mais mais c'est voilà, au mais moment en fait, du coup, de conclure, c'est quoi. pourquoi C'est c'est Jean-Paul frustrant. Tuch, quoi. Et moi, je vois le bien et du coup, le mal, je le vois. Mais en fait, le drive en lui-même, souvent, le choix du drive dans la possession ou dans l'action est pertinent. Tu vois, il y a un décalage, ou alors il y a un switch, ou alors c'est en première intention, mais il y a le joueur qui est pas attentif, ou il y a un écran qui va être slippé, du coup, il en profite. Enfin, sur le choix, il est plutôt bon. La vitesse d'appui, la vitesse sur le dribble, voire même le handle qui est correct en soi. Il arrive très souvent à passer son joueur, à le blow-by, etc. Il arrive très souvent à faire une différence. Donc là-dessus, globalement, voilà, sur la première partie du drive, c'est pas un des meilleurs joueurs du Thunder, mais globalement, il est efficace. Et après, ce qui lui manque clairement, par contre, c'est les choix arrivés là, quoi. C'est quand il a mis les deux pieds dans la raquette, qu'est-ce qui se passe? Là, pour l'instant, il va forcer énormément de tirs, il va les louper, etc. Des fois, il va mettre des N-WAD assez costauds. Alors, je pense que pour progresser, il doit gagner en contrôle, mais que ce soit en contrôle de sa vitesse, on nous le dit, il est trop stock, ça va trop vite. Il faut qu'il arrive à mieux se contrôler, quitte à ralentir, comme un Shea le fait excessivement bien. Tu vois, gagner en contrôle de ses pieds, utilise des Eurostep, fait voilà, toutes ces choses-là, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de tout droit. Alors non, Il y a beaucoup de tout On a- droit. Mais- on a vu l'Eurostep Oui. cette nuit, ça mais a fini justement, en airball. justement, Hein. il faut essayer de développer ça parce que les tout droits ne marchent pas forcément à chaque fois. Après, il a du mal à provoquer des fautes, alors que ça devrait être une arme pour un joueur qui avec cette vitesse-là et qui drive autant. Et il n'arrive pas à aller sur la ligne. Donc ça aussi, ça a progressé. Et après, c'est dans la lecture. Parce qu'autant des fois, il passe souvent son joueur, mais il va très souvent se confronter au joueur qui vient d'en aide, et là, il va être en difficulté. Alors qu'il y a des joueurs ouverts, et il est capable de le faire. En plus, il y a eu des flashs de ça. Alors, est-ce que c'est contre Miami ou contre Philadelphie, où il drive, il donne à J-Dub juste derrière lui qui dunk. Il y a eu des actions où il a transféré crois aussi que à c'est 0 fini. degré. Voilà, en fait, il est capable plus ou moins de le faire. On l'avait déjà dit que Dort avait quelques flashs à la création sur certains trucs. Et il doit s'utiliser ça au mieux des fois de forcer sur ses tirs en drive. Parce que honnêtement, le pourcentage au tir de Lou Dort, il est pas bon, en grande partie à cause de ça, parce qu'il met rien, il met rien sous le cercle. Donc en fait, moi je suis Il y a pas une grosse aussi. fréquence de 3 points aussi. Oui, oui aussi. Donc je suis pas aussi négatif que ce que je vois des fois. Après, c'est archi frustrant parce qu'en fait, t'as un joueur que moi, je m'imagine coach du Thunder, bon, grande chose. Je me dis, bah, il a fait le bon choix, il a fait ce qu'il fallait, mais sauf que il arrive pas à finir. Donc c'est archi frustrant parce que tu peux pas lui dire c'est pas bien. Parce qu'en soi, il a fait le bon choix. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça et si c'est clair, mais j'arrive pas à être ultra négatif là-dessus à cause de ça. Ah, mais Lou Dort, c'est Jean-Claude Duss, quoi. Chaque fois qu'il va driver, il se dit, ah, je crois que je vais conclure. Hein, ça y est. Et non, en fait, il conclut pas. Parce que toi, tu vois le positif Mais tu en peux voir le disant, négatif, bien sûr. tu vois les 2 secondes, mais moi, je vois la finalité, il n'y a pas de panier au bout, quoi. Mm. Il y a pas de panier. Donc, moi, franchement, Dort, il me frustre. Vraiment, Ouais, c'est Dort. frustrant. Ça, je suis d'accord. Par contre. Dort, il me frustre. Il y a vraiment trop. Il y a de plus en fait, je suis de moins en moins patient vis-à-vis des erreurs de Logan Dort. C'est dur, hein. C'est dur à dire. Hein. Aussi parce que les autres sont meilleurs. Et Mais puis ça fait 3 ans qu'on l'a et que c'est ça un voilà. petit peu aussi, bien sûr. Ça fait 3 ans et ça fait 3 ans qu'il stagne entre 51 et 55% de réussite au cercle. Alors que c'est Lou Dort, quoi. Physiquement, il doit être au-dessus. Les gens l'ont dit dans le chat d'ailleurs, il y a certaines personnes, notamment Liban, qui rejoint ce que tu disais, il drive sur les passes. Mais par contre, en finition, oui, c'est 0. C'est pas bon. C'est 18e percentile chez les guards de la ligue en réussite près du cercle, c'est pas bon. Donc pour moi, ouais, c'est un truc sur lequel il doit progresser. Défensivement, je le trouve quand même, oui, effectivement, meilleur que l'an dernier, mais meilleur plus. Il a rarement pris des sauces Lou Ouais, Dort c'est vrai. cette saison. C'est vrai. Il y a face à des meneurs un peu plus un peu petits, je pense à Javon Carter, il y a de ça quelques semaines où il avait eu du mal. Il a du mal face aux meneurs vraiment très petits, très rapides. C'est pas forcément la meilleure match-up pour lui. Et typiquement, Zach LaVine, même si Dort n'a joué que 24 minutes face à Chicago, Zach LaVine, s'il est à 5 sur 19, Lou Dort aide bien. Lou Dort aide bien, même s'il n'a pas fini contre les Bulls. Ça, c'est encore Mark Lindloth qui fait ses rosters en fonction de qui est bon sur le match. Il y a pas... Même Shea arrive très tard dans le 4e quart. Je crois il arrive, il doit rester 4 minutes 30, quelque chose dans le genre. Tu aurais même pu finir la fin de match sans lui, j'ai l'impression. Donc voilà, je trouve que encore une fois, crédit à Mark Lindloth, on lui donne pas assez de crédit. Oui, puis on va pas en parler aujourd'hui, mais globalement, énorme taf. Il fait quand même des vraies belles choses. Moi, j'avais dit l'an dernier que j'attendais
de le voir avec un effectif adapté à ce qu'il voulait faire pour avoir un avis. Là, il a un effectif adapté à ce qu'il veut faire et tu dis oui. Là, tu as un vrai coach avec une vraie philosophie. Mais voilà, Lou Dort, ouais, ce qui est frustrant, c'est ses drives, quoi. Dans le chat, on nous dit s'il a développé un ego. Moi, je pense pas. Non. Je trouve pas. Je pense juste qu'il a confiance en lui. C'est Oui. pas forcément un ego, mais c'est juste que il doit avoir une très grosse confiance en lui, tout simplement. Et que le reste, c'est vraiment euh, de l'amélioration en gérant mieux son corps, quoi. Hmm. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Meilleure gestion des contacts, meilleure gestion du corps. Bon, il n'a pas énormément progressé là-dessus, mais c'est pas fermer une progression. Parce qu'après, pour le coup, si tu ajoutes un drive efficient à Lou Dort, t'as un très bon joueur aussi. Hein. Enfin, Oui, c'est pas mal. Enchaînons, je te laisse avec ton dernier joueur. Oui, bah, de toute façon, on va faire rapide. C'est Treman. Euh, Treman, bon, bah, ça va mieux. Ouais. Ça va mieux. Ça va mieux. De toute façon, ça pouvait pas être Non, pire que c'est ce ça. que c'était. Donc ça va mieux. Il remet des tirs à 3 points. Bon, par contre, l'action à moins 7 points contre Miami, c'est bien de taper sur Kenrich qui sait pas mettre ses lancers, mais quand tu perds la balle sur une transition parce que tu as une demi-seconde d'hésitation sur la transition où il pense pull-up à 3 et en fait il se rétracte au dernier moment. Ça donne une clear pass qui fait 2 lancers. Après, c'est toi qui fais la faute sur le 3+1. Là, pour le coup, ça fait bien basculer le match. Mais sinon, Treman, il retrouve une certaine efficacité. Notamment contre Philly. Il a été très bon contre Philly. Voilà, temps de jeu assez réduit. Hein. Il joue pas plus de 21-22 minutes. Mais défensivement, c'est déjà mieux que ce que c'était. Il retrouve un petit peu d'agressivité près du cercle, ce qu'il faisait pas en début de saison. Il se contente pas uniquement de pull-up à 3 points. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, c'est encore décevant pour du Treman, mais c'est déjà pas négatif, en tout cas pas autant négatif que l'an dernier. C'est pour moi l'une des déceptions de la saison quand même. Oui, Clairement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y a peut-être Baze parce qu'il joue pas. Voilà, ça c'est une autre problématique. Mais ouais, c'est une des déceptions parce qu'on avait pas mal d'attentes, etc. Il s'est fait un peu doubler dans la rotation pour certains, donc je parlais juste après. Mais c'est vrai qu'au moins les dernières sorties sont un peu plus positives. On nous dit défensivement, déjà il se donne un peu plus, etc. C'est vrai. Et tu l'as très bien dit, il se contente un peu moins que de faire des step back à 9 mètres et juste de tirer. Tu as un peu plus de drive, tu as un peu plus l'utilisation de ses crosses, etc. Il y a eu quelques gros moves. Et en fait, mine de rien, le fait de faire ça, ça le met en confiance. Tu vois, tu le fais rentrer, tu lui donnes un ballon, tu lui dis vas-y, joue-toi un contre un, cross-le et prends ton petit mid-range là. Ça va grave le mettre en confiance et pour le coup, ça peut lancer son match et après avoir un bon Treman. Son léger passage en G-League l'a un petit peu aidé. Ça a un peu relancé la machine, pas non plus. bah oui. Ça n'a pas été non plus salvateur, mais ça a été pas mal. Voilà, après il faut confirmer sur la régularité parce que Treman là sur cette saison, même sur la partie après la J-League, t'as eu des énormes, t'as eu un ou deux gros cartons, enfin gros cartons, tout est relatif, mais bon carton. Ah, 21 points contre Ouais. Boston à 8 sur 11. Celui-là C'est déjà pas notamment mal. était très bien. Après, t'as des matchs où on le voit pas trop, où il joue moins, où il apporte pas, il prend 3-4 tirs, il met pas dedans, il ressort, enfin tu vois. Mm. Donc un petit peu manque de régularité, mais on est quand même effectivement, comme tu as dit, sur la bonne voie. Bien que ben, s'il progresse pas sur la fin de saison, on pourra pas vraiment être satisfait de ce qu'il a produit, quoi, de la progression. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que Non, globalement, bon. Non, mais voilà. Peut-être voilà aussi. C'est aussi le profil qui fait que c'est très irrégulier. Ce genre de joueur, c'est rarement régularité tous les matchs. ouais, ça risque d'être une problématique un peu pas toute sa carrière, mais j'espère pas, mais ça pourrait l'être sur ce type de joueur, quoi. Effectivement, je suis Mm. d'accord avec toi. Mais peut-être que justement, il pourrait gagner en régularité avec, comme il fait maintenant, en allant plus au cercle, en prenant plus de mid-range, etc., que juste de bombarder de loin. Ouais. Et en parlant de bombarder de loin, mon dernier joueur, là on enchaîne un peu plus vite parce que c'est des joueurs moins importants, c'est Isaiah Joe. Euh, alors, moi, quand on l'a signé, ou même avant, quand il y avait l'annonce qu'il allait être libre, j'avais Ah, t'étais sceptique. j'étais Hein. sceptique dans le sens où, en fait, pour moi, il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui dans le roster et qui sont encore meilleurs d'ailleurs. Hein. Je mets par exemple un Wiggins devant lui, mais ça, c'est mon point de vue perso. C'est toujours le joueur que tu cites. Bah ouais, parce que j'ai l'impression que les deux peuvent pas jouer en même temps. Enfin, tu sais, je sais pas comment te dire. Tu vois, Ah, si. oui, pourtant si, mais tu vois, j'ai l'impression que pour moi, c'est des joueurs qui sont destinés à être 9e ou 10e dans le futur, tu vois.
Et c'est pour ça que je les compare. Et je préfère avoir un profil à Wiggins. Bref, c'est pas la question. Mais j'étais un peu sceptique parce que bah, déjà, je pensais pas qu'il allait tirer à combien 43% à 3 points. 42, 40. parce que là, il est à 2 sur 11 sur le road trip, Ouais, là, ça il aide tire pas non moins. plus. Ouais. Je pensais pas qu'il allait tirer aussi bien. Alors autant il avait un profil shooter et on pouvait peut-être s'attendre à un 37-38% parce que c'était déjà bien au-dessus de ses chiffres à Philly. Autant là, de la manière dont il tire, honnêtement, et je pense que pas grand monde ne pouvait s'attendre à autant en quantité et en efficacité, en étant honnête. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait s'y attendre. Et est-ce que ça perdurera dans le temps? Maintenant, c'est la question que je me pose. À voir. Mais tant qu'il shoot comme ça, effectivement, il mérite d'avoir des minutes parce que bah, le gars met tout. Concrètement, il met tout. Quand il rentre sur le terrain, alors c'est un défaut et un peu une qualité, mais tu annonces pas mal de choses sur lui et tu peux créer pas mal de choses avec lui, notamment le pick and roll avec Shea qui est constamment utilisé, où en fait il est Pick and libéré, pop. Hein. pick and pop, pardon, où il est libéré à 45 degrés à gauche, qui est son jardin. Voilà, ça on l'utilise constamment, il t'apporte pas mal de choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses qui sont appelées pour lui. Après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que bah, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais il y a certains matchs où en fait, comme quand il était sur le terrain, tu avais envie de l'utiliser et tu lui donnais tous les ballons. Donc ouais, c'est pas forcément ultra viable non plus de faire ça. Autant l'utiliser en catch and shoot, en spot-up, voilà, autant l'utiliser sur ses forces. Et après, là tu l'as dit, il est un peu moins important. Il est un peu moins important il met moins de tirs là sur le road trip et du coup c'est un peu plus dur de le faire jouer et qu'il soit positif parce que certes défensivement il s'est mis un petit peu au diapason de l'équipe collectivement etc mais c'est pas une force et en fait il faut que son apport au tir et en adresse compense qu'il manque légèrement en défense et quand il met pas dedans ben, l'équilibre il est un petit peu rompu entre ça je trouve et du coup il perd un peu de l'intérêt à jouer à faire jouer en tout cas donc là sur le road trip c'était un peu plus compliqué mais ça va revenir j'imagine mais en tout cas on peut que mentionner Joe en positif parce qu'il a réussi à faire son trou dans la rotation. Il a réussi à avoir, comme tu as dit tout à l'heure, une quinzaine, vingtaine de minutes par match. Je pense que c'est son plafond, faut pas le faire jouer excessivement plus, sauf s'il est extrêmement chaud. Je pense que globalement c'est ce qu'il mérite. Mais il a réussi à faire son trou. Après, moi pour le coup, j'ai une question, enfin une chose que je comprends pas. Tu vois, un Wiggins ou même d'autres role-players, la majorité, ils ont des matchs où ils jouent pas, après ils vont jouer 25, après ils vont jouer 15, après tu vois. J'ai l'impression que Joe jouera tout le temps le même temps de jeu et là à trouver une régularité. Alors est-ce qu'il est complètement inclus dans la rotation ou est-ce que voilà, il a un traitement différent? Je sais pas en fait, j'ai du mal à l'analyser ça. Bah, pour moi, quand tu as joué 23 des 25 Ouais. derniers matchs, tu fais partie de la Donc tu penses rotation. qu'il est au-dessus de par exemple des autres role-players où il est d'un Treman, d'un Wiggins, d'un qui c'est qu'on pourrait citer d'autres? Treman, il joue tous les matchs. Ouais, mais moi. Un- ouais, ça dépend des matchs. Le temps de jeu de Treman est plus flexible et plus variable que celui de Oui, c'est Joe. ça. Mais, En fait, c'est archi oui, mais il régulier est son devant temps de jeu. Wiggins dans la rotation, ça c'est sûr. Ouais, mais tu vois, c'est archi régulier le temps de jeu de Joe. Et ce qui. Ouais, tu vois, au début, il a eu un peu d'instabilité, c'est archi régulier. Donc, voilà, bah après, si c'est qu'il a réussi à s'inscrire dans la hiérarchie, c'est une bonne chose. Mais tu vois, j'avais dû. Ouais, ok, peut-être que c'est ça, ouais. Pour moi, il fait partie de la rotation, hein, ça y est. Hein. Bah, Euh, surtout avec les voilà. blessures, là, enfin, même si c'est pas exactement sur son poste, t'as moins de joueurs à faire jouer, on va dire. Oui. Après, c'est pas lui qui est le plus impacté Non, par les c'est ce que je blessures, dis, mais mais bon, quand tu dois faire jouer ensuite Poku, Dieng et JRE, ça ajoute de la oui, densité dans le roster, quoi. oui, mais ouais. Non, bah, de toute façon, t'es obligé de le faire jouer quand le Hmm, gars tire à oui. 42% à 3 points. Enfin, ça y a un moment. On était, Joe, on peut dire ce qu'on veut, on n'était pas non plus les gars qui étaient les plus emballés par le profil, mais moi je trouve quand même que il apporte de belles choses. Dans le chat, on le dit, mais t'as des séquences où quand Isaiah Joe te met 2-3 points de suite, bah, ça peut être un momentum shift en fait. Hmm. Donc, ça peut aider. Ça peut aider. Donc voilà. Après, bon, défensivement, c'est toujours un peu compliqué. Il faut, voilà, dès que les tirs tombent pas dedans, c'est tout de suite moins agréable d'avoir Isaiah Joe sur le parquet. Mais je trouve que, oui, il fait des belles choses et que, voilà, c'est quelqu'un qui a. C'était un pari du Thunder. Et encore une fois, c'est un pari gagnant. Hmm. Et après, pour le coup, Joe, faut vraiment pas qu'il dribble. J'ai la stat, il a 45% en Non, catch and shoot, 35% si c'est en pull-up. Quand tu vois qu'il commence de dribbler et de essayer de créer pour les autres, ça c'est impossible. Pour le coup, dans la manière de fonctionner Thunder en mode que des ball handlers, etc., c'est un peu plus dur pour lui. Donc il y a encore de l'adaptation à avoir pour ça, je pense.
Mm. Oui, il est limité, mais il faut aussi des catch and shooters. Hein. Oui, surtout ce niveau-là, surtout quand il tire à Ouais, 43%. un catch and shooter à 43%, bon, c'est pas grave si tu Ouais. sais pas poser un Ouais, dunk. mais après, en vrai, tu vois, on va dire s'il redescend à un niveau humain, j'ai envie de dire, on va dire il redescend à 37-38%. Est-ce qu'il est aussi haut dans la rotation? Est-ce que tu le fais autant jouer? Est-ce que tu vois? Parce qu'il restera pas toute sa Pour carrière. l'instant, il redescend pas. Oui, c'est Hein. ça qui est fou. Mais après, j'ai du mal à le voir. Je sais pas. Il y a des shooters spécialistes qui font des saisons à Oui, plus de tu me 40. diras. Hein. C'est qu'on est tellement peu habitué au Kessie que ça me On surprend est peu trop. habitué à avoir C'est des ça. shooters, c'est tout. Hein, mais tu demandes, je sais pas, à Golden State, Ouais, ils des savent ce que shooters c'est. à plus de 40%, ils savent ce que c'est. Ouais, Hein. c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. C'est peut-être qu'on n'est pas habitué à avoir un joueur comme ça. Non, mais pour le coup, il a fait une bonne première partie de saison. Et Philly doit s'en mordre un petit peu les doigts de l'avoir laissé partir. Mais globalement, très bon coup de l'avoir récupéré. Mm. On va arrêter là. On a fait presque 1h30 de live. Merci à tous d'être venus voir ce live, d'être venus faire le bilan de la mi-saison avec nous. Il y avait forcément, quand on gagne, un petit peu plus de monde que les autres fois. Forcément, la hype revient un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Instagram, Twitch, voilà, partout. On revient très vite avec de futurs épisodes. En attendant, bonne nuit NBA à tous. On rejoue bientôt. On a joué en back-to-back, on va rejouer bientôt rapidement. Mais... Je joue demain soir à minuit. Ah oui, horaire agréable. Horaire agréable. On a un gros mois qui arrive avec pas mal de confrontations face à nos concurrents directs. Et on n'a même pas eu le temps de faire la projection de la suite de la saison. On a tellement Oui, été mais long. de toute façon, je pense que si ça continue comme ça, on va faire un podcast entier sur play-in ou Ouais, tanking. oui. Je pense qu'on pourrait, ouais. Ça mérite plus, vu le sujet, vu les ramifications et vu les stats, je pense que ça mérite plus un C'est vrai. 50 minutes qu'un 15 C'est minutes. vrai, on avait prévu de faire ça, mais on a été plus long. Donc ça sera pour une prochaine fois. Et ben voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. Salut! Salut!